Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une intimidation. Yampen Ousmane nous récidive. Le préfet des Hauts-Plateaux vient de transmettre une nouvelle mise en garde au faux de Bamendjou, Sa Majesté Sokoudjou, pour lui marteler le caractère nocif de ses multiples sorties sur les médias classiques et sociaux ces derniers temps. Sa Majesté n'a pas tardé à réagir, écrit le journal. Selon cette correspondance du préfet des Hauts-Plateaux au chef Bamendjou, il indique que ses sorties sur les médias classiques, les médias sociaux sont de nature à pousser les populations à la révolte et par conséquent contre celui qui les incarne, le chef de l'État, Paul Biya. Le journal parle aussi du corridor Douala-Bangui en insécurité. Deux Camerounais assassinés, deux camionneurs camerounais assassinés, les conducteurs de camions de nationalité camerounaise, ont trouvé la mort en République centrafricaine à 20 km de Garoua-Boula. Ils étaient déjà en territoire centrafricain. Une partie du pays en proie à des rebelles et d'ailleurs, comme conséquence, parle de plus de 4500 centrafricains qui sont arrivés à Garoua-Boulaye, fuyant donc les combats dans cette partie de la Centrafrique. Et puis, le journal parle aussi de la ville de Douala. Professionnaliser les mototaxis, un plan d'action pour l'assainissement de ce secteur de transport a été présenté par le maire de la ville de Douala. Il faut justement indiquer qu'à propos, plusieurs initiatives ont déjà été engagées depuis le temps du docteur Fitin Toné, délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Douala alors, mais jusqu'ici, rien n'avait marché, même avec le concours des mairies, des communes d'arrondissement. Le journal Le Messager met en sa une Bafoussam les menaces d'Atangandi sur un ton martial. Le MINAD, venu répondre à la déclaration du Conseil des chefs traditionnels, a invoqué les largesses octroyées par Paul Biya à ses gardiens de la tradition. Paul Atangandi qui indique clairement que le contenu de la première déclaration du 20 novembre, du 19 novembre des chefs traditionnels de la région de l'Ouest portait à tout point relié le projet politique d'un homme politique originaire de la région de l'Ouest, Maurice Kamto du MSC pour ne pas le nommer, et du coup le ministre de l'administration territoriale qui recommande vivement aux chefs traditionnels, à ceux qui ne peuvent pas faire la politique, d'aller se consacrer à l'agriculture. Toujours dans les colonnes du Messager, on parle du CHAN 2020. Le Cameroun se fait peur. Les Lions indomptables ont fait jeu égal hier, un but partout face aux Aigles à prime du Mali. En tout cas, le troisième match, la troisième journée reste déterminante pour la qualification au second tour. Le journal Mutation met en sa une Yaoundé, l'arme fatale de comment un policier a tué un conducteur de moto mardi au marché Mokolo. Et ce dernier a été pris à partie par une horde d'au moins 100 motos-taximens qui l'ont bastonné à mort. Il se trouvait d'ailleurs dans le coma à l'hôpital général de Douala, l'hôpital général de Yaoundé. Le journal parle aussi des Hauts-Plateaux. Le préfet menace Sokoudjou et écrit donc le quotidien Mutation, faisant ainsi allusion à cette mise en garde qui a été faite donc au chef supérieur Bamendjou par le préfet des Hauts-Plateaux. Le jour, à sa une, Bafoussam Atangandi menace les chefs de l'Ouest. Le ministre de l'administration territoriale a tenu une séance de travail houleuse avec certaines autorités traditionnelles de la région, leur indiquant qu'ils sont des auxiliaires de l'administration, ils doivent travailler en partenariat avec le gouvernement. Et puis d'autres indiquaient qu'ils ont été d'ailleurs contraints de signer une deuxième déclaration au cours de laquelle ils s'engageaient à ne pas se reconnaître dans la première déclaration qui avait été faite au mois de novembre, contrairement à celle du 4 décembre. Et puis, le journal parle aussi de Penka Michel, insécurité, un élève qui poignarde sa camarade de classe, insécurité donc en milieu scolaire. Le journal Émergence parle de la crise anglophone. Le nouveau secrétaire d'État américain affiche ses inquiétudes sur la tournure de ce conflit armé qui dure donc depuis 4 ans. Et le journal Le Soir parle de réunion de sécurité à Tangandi qui recadre les chefs traditionnels de l'Ouest, faisant ainsi allusion à ce coup de colère du ministre de l'administration territoriale contre les chefs traditionnels qui avaient signé au mois de novembre une
qui avait signé une déclaration appelant à la fin de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal Diapason parle de la dotation générale de la décentralisation, dissonance autour des 15% du budget, à lire dans les colonnes de ce journal. La région de l'Ouest, la pression des réfugiés, écrit le quotidien Cameroun Tribune. Le journal indique que suite à la dégradation de la situation socio-politique et sécurité en République centrafricaine, les réfugiés affluent notamment dans la ville frontalière de Garaboulaye, qui a vu arriver au moins 4500 personnes supplémentaires, une charge que l'État du Cameroun s'emploie à gérer avec l'appui des organisations humanitaires, écrit donc le journal. On poursuit cette revue de presse avec le journal Politics de Guy Hervé Fongan, qui parle du sang des martyrs, la malédiction du Cameroun, le péché originel du Cameroun. Le 15 janvier 1971, Ernest Ouandié, comme les autres nationalistes, est froidement assassiné à Bafoussam, un pays qui s'en fout de ses morts, ne peut ni construire une nation, ni nourrir une politique de la vie. Le Cameroun, pour son émergence, doit se réconcilier avec ses héros et faire leur deuil, écrit dans le journal Politics Hebdo, dont nous avons le directeur de publication ici sur ce plateau, Guy Hervé Fongan. Bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué, si ce n'est la malédiction du Cameroun. Disons que c'est une actualité qui marque le Cameroun et qui marquera encore le Cameroun les années à venir. Donc bonjour Jean-Paul et bonjour aux doyens que toute l'Afrique nous envie. Et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui ont le même plaisir à regarder la revue qualitative de Une paraissant au Cameroun. Donc je vais dire que je vais commencer par avoir une pensée. Ça me semble important pour... Vous savez, depuis que Messa Presse a mis la clé sur Paillasson, il y a quelques distributeurs qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Il me semble important ce matin de saluer cette témérité-là, cette passion qui anime encore quelques-uns. Vous savez, il y a un grand kiosque à Yaoundé au ministère des Finances, Gaspard Tsagué, c'est lui qui arrose tout Yaoundé et l'Ouest. Donc je tenais à faire un clin d'œil à ces personnes-là qui ont décidé de ne pas priver les lecteurs des journaux malgré le retrait de Messa Presse. Donc beaucoup de courage et d'encouragement à tous ces Camerounais qui réussissent à rendre la presse disponible. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est il y a une sorte d'autoflagellation qui singularise les Camerounais. Vous avez vu la facilité avec laquelle les Camerounais ont relayé la pseudo-coupure qu'il y a eu au stade de la réunification l'autre jour, avec une telle amplitude qui, moi, m'a un peu embarrassé. Pourquoi vous qualifiez ça de pseudo-coupure? Pseudo-coupure, non, parce que je vais dire que c'est revenu aussitôt. Et voilà. C'est revenu, non seulement c'est revenu aussitôt, et c'était même pas pendant le match, contrairement à ce qui a été relayé. Et je n'ai pas vu le même engouement, la même amplitude lors de l'ouverture du champ. Avec les cérémonies spectaculaires qu'il y a eu au stade Amadou Ahidjo. Les gens n'ont pas eu le même réflexe, le même engouement à relayer ce type de cet événement-là. Non, je veux que c'est la même personne puisqu'on les connaît. Je veux dire que de temps en temps, c'est vrai que on aimerait tous voir ce pays changer, mais quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Il faut dire que c'est bien parce qu'on a une très belle cérémonie, on a quoi qu'on dise, on a de très beaux stades, on a de très beaux stades, on a des étrangers qui sont au Cameroun. Disons-leur qu'on a vraiment, c'est visible que nos stades sont très très beaux, même si on a encore de la peine à accéder. C'est vrai que l'accessibilité pose encore un problème. On a de très beaux stades. L'Afrique aujourd'hui est séduite par la qualité de nos stades, mais disons-le avec une certaine fierté à ceux qui sont venus au Cameroun, mais ayant de temps en temps la difficulté de dire c'est bien quand ça l'est. Et même si on a du mal à accéder au stade, disons que c'est des réglages qu'on va... La dernière CAN a eu lieu en 72, donc on va régler ça l'année prochaine, mais je dois dire que c'est une belle compétition et ayant aussi de temps en temps le courage de dire que c'est bien quand c'est bien. Et tout n'est pas que noir. Tout n'est pas que noir. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec aussi l'actu qui vous a marqué. Flavien Balonongo, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan.
Ah là, Jean-Paul Chounet, excusez-moi Jean-Paul. Bon, je comprends, c'est une question d'habitude aussi. Oh, l'habitude, mais vous savez, Jean-Paul, vous êtes ici le jeudi, parfois le vendredi, mais pendant tout le reste du temps, je suis avec Flavien Vallon-Nombo. Bon, il est vrai que je suis un peu fatigué ce matin, c'est pour ça que j'ai peut-être pu m'emballer et je m'en excuse. Allons-y, allons-y. Guy Hervé-Fongan, bonjour. Bonjour Politics. Qui vient de... C'est le directeur de publication. Mais j'allais le rappeler, Politics qui vient de commettre sa première édition de l'année. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision qui ne ratez jamais la moindre occasion pour suivre en direct ce plateau culte. Et je me rends compte partout où je passe, les gens disent un bien extraordinaire de la revue des grandes lunes et qui démontre que peut-être parce que les journaux sont devenus chers, peut-être parce qu'ils ne sont pas parfois accessibles, comme le dit Guy Hervé-Fongan, avec une messagerie qui n'est pas toujours en mesure. Je ne vais pas vous interrompre. On va profiter pour dire bonjour au procureur général de la Cour d'appel du Centre qui nous suit. Ah oui. Tamac Jean-Fils. Ah oui, le magistrat Tamac, oui. Ça va, non, c'est un féru de cette émission. D'ailleurs, il me l'a dit il y a quelque temps à Yaoundé. Donc, moi, l'actualité qui a retenu mon attention et qui a retenu l'attention de beaucoup de Camerounais, c'est la pantalonnade que le monde entier vit avec la passation de pouvoir aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Le monde entier constate pratiquement tétanisé que la contestation des élections, ce n'est pas seulement en Afrique, que le refus de partir, ce n'est pas seulement en Afrique, et que on peut se retrouver avec un président de la République qui a été... Est-ce que ce n'est pas le fait isolé d'un individu? C'est le fait isolé d'un individu, mais vous savez, toutes ces personnes qui ont toujours tendance à donner un visage misérabiliste de l'Afrique ont toujours dit que non, les guerres civiles c'est en Afrique, les chefs d'État qui ne veulent pas partir c'est en Afrique, le trucage des élections... Les États-Unis viennent de prouver le contraire. Ils viennent de nous prouver que ce qui se passe chez les autres peut aussi se passer chez eux. Et on a vu le summum surtout, c'est-à-dire on n'a même pas eu droit à une passation de service normal. Donald Trump n'a même pas... Il ne s'est pas présenté. C'est-à-dire ce qu'on n'a jamais vu aux États-Unis, c'est-à-dire un geste d'une muflerie extraordinaire. Et il est parti en claquant pratiquement la porte en disant qu'il va revenir. Donc vous voyez le spectacle que nous offrent les États-Unis aujourd'hui, le pays, le parangon de la démocratie, n'est pas très très honorable. Et moi je pense que ça va fermer le bec à toutes ces personnes, tous ces Africains qui disent que non, la référence... Qui ont tendance à se référer aux États-Unis, aux démocraties occidentales. La démocratie, c'est les États-Unis. Guy Hervé-Fongan, sur les unes de 3 quotidiens ce matin, la Nouvelle Expression, le Messager et même... le jour, on a justement cette, je ne veux pas dire levée de bouclier, cette passe d'armes entre les autorités administratives, notamment le commandement territorial et les chefs traditionnels. Quelle lecture faites-vous de cette actualité? Cette actualité m'inspire 3 observations. La première, pour dire que là, on donne raison à ceux qui ont longtemps théorisé sur le fameux coup d'État scientifique. Parce que là, je ne pense pas qu'on rend service au chef de l'État en ayant ce type d'attitude de la part de nos autorités. Donc, on est en plein dans le coup d'État scientifique. Parce que je ne suis pas sûr que le chef d'État aurait cautionné pareil acte. La deuxième observation... Peut-être qu'il faut relever les faits. Le ministre de l'administration territoriale, à Bafoussam, qui a manifesté tout son courroux au chef traditionnel qui avait signé une déclaration au mois de novembre. Dans le même temps, dans les hauts plateaux, c'est le préfet Yampen qui sert une mise en garde au chef Bamedjou. Je disais la première observation que j'ai faite pour dire que pour le cas d'espèce, on est en plein dans le coup d'État scientifique parce qu'on ne rend pas service au chef d'État. Au contraire, ce type d'attitude contribue à fragiliser le pouvoir de Yaoundé. Vous allez voir pourquoi, je vais vous en faire la démonstration. La deuxième observation, vous allez voir le lien pour dire que le chef de l'État, il y a quelques années, avait voulu qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Donc avec ce type d'attitude, on est en train de tout faire pour déconstruire ce vœu, pour qu'il devienne un vœu pieux, pour le rendre irréalisable. Parce que voyez-vous, ce coup de Jean Rameau, le roi de Bamendjou, un des rares, un des piliers. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'avant d'être chef, il est un militant fondamentaliste de l'UPC. C'est-à-dire que c'est un politicien dans l'âme, avant d'être chef aujourd'hui. Et donc, c'est un des rares chefs aujourd'hui qui peut cristalliser et fédérer
tout le monde autour de lui, qui peut raconter une histoire, la vraie histoire, d'ailleurs les littorales de politique, est abondamment revenu là-dessus pour dire que notre histoire, on ne l'enseigne pas suffisamment. Et des mémoires vivantes comme celle-là peuvent contribuer à restaurer cette mémoire-là et nous restituer notre véritable histoire. Ceux qui ont vécu notre vraie histoire, ils sont là. Et donc, il est un des rares monuments qui existent encore. Et le fait qu'on ait aujourd'hui, je veux dire que on a, quand vous regardez, quand vous faites une véritable, j'allais dire, anthropologie politique de notre environnement, vous allez voir que quand vous enlevez Bonbon Njoya, vous enlevez le roi Bamenjo, il n'y a pas véritablement d'autres chefs qui peuvent avoir d'envergure dans notre environnement. Et donc, bon, on va dire, on n'a pas dit que le citoyen est encarté, mais il est proche du RDPC. Donc c'est un des rares aujourd'hui qui peut fédérer aussi l'opposition que le parti au pouvoir autour de lui. Et donc ça gêne, ça dérange. On est en train de plomber la démocratie en tentant de le museler. La rencontre qui est évoquée par le préfet, c'est des gens qui se sont réunis, les sociétés civiles, les partis politiques, pour aller rencontrer le chef, pour discuter avec lui des modalités d'issue et de sortie de crise. Il y avait les Kamga, les Kawala, les Dieu Kamcham, etc. Ils sont allés rencontrer le chef. Donc, je veux dire que ce n'était pas une initiative qui venait du chef. Donc, il voulait, avec lui, au regard de l'état des savoirs dont il dispose, comment il peut contribuer. Mais ici, il s'agit de ces sorties sur les réseaux. Tout à fait, sauf qu'il y a un précédent. Oui. Il y a un précédent. Donc, il faut restituer la chose dans tout le contexte. Et maintenant, on veut l'empêcher de réagir sur l'actualité du pays dans les autres. Et ça va plus loin. Quand j'ai lu quelque part où on demandait au chef de se consacrer à l'agriculture, j'ai trouvé ça un peu enfantin et assez grossier. Les gens oublient que le roi Bamenjo était un UPCiste fondamentaliste. Et que, donc c'est difficile pour lui de se départir. Et que le patron du RDPC dans l'Ouest est le sultan, qui est un chef traditionnel. Donc, quand on demande aux gens d'aller faire l'agriculture, je trouve ça un peu, je veux dire que... Et vous savez comme moi que beaucoup les turiféraires, le ministre de la Famille est chef traditionnel. Donc on va demander à tous ceux-là d'arrêter de faire la politique, d'aller faire l'agriculture. Non, je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Non, ceux qui font la politique doivent coopérer avec et puis il faut capter le fait, parce qu'il y a une mauvaise interprétation du fait que les chefs soient les auxiliaires de l'administration. Le fait que le chef soit un auxiliaire de l'administration ne veut pas dire qu'il devient auxiliaire. C'est la fonction de l'auxiliaire, ne fait pas de lui un auxiliaire de l'administration. C'est comme vous avez un bar au quartier qui est très fréquenté. Le chef de quartier ou le sous-préfet vous aborde pour dire, écoute, je vois que votre bar est très animé, très fréquenté. De temps en temps, il faut me dire qui entre et qui sort. Ça ne veut pas dire que ce bar cesse d'être votre bar. Donc la fonction de l'auxiliaire ne fait pas de vous un auxiliaire de l'administration. Et puis le chef a la légitimité traditionnelle, il a la légitimité sociale, il a la légitimité politique, il a la légitimité charismatique. Il n'y a pas beaucoup de chefs qui peuvent se prévaloir d'aligner autant de légitimité pour parler avec autorité ex cathedra d'un certain nombre de sujets qui concernent la vie du Cameroun. Camille, comment quelle lecture faites-vous de ces frictions régulières entre le commandement territorial et le commandement traditionnel? La première observation que je fais avec ce que je lis dans les journaux et à la lumière de ce que vient de dire Guy Hervé, c'est qu'on n'a retenu qu'une petite facette du passage de M. Paul Atanga dans l'Ouest. On n'a pas retenu le reste. On n'a pas retenu qu'il a demandé au chef traditionnel d'être vigilant, de maintenir la vigilance, surtout à l'Ouest, où aujourd'hui on voit qu'il y a des bandes armées qui traversent. C'est écrit dans le journal. Mais ce n'est pas transcrit. Laissez-moi vous faire la lecture qui est la mienne. Parce qu'on ne voit à la lune que Paul Atanga dit menace. Paul Atanga dit menace. Dans d'autres, on est plus nuancé en disant Paul Atanga dit recadre. Mais on n'a pas vu, on n'a pas entendu, et on ne met pas suffisamment en exergue le fait que Paul Atanga a demandé aux chefs traditionnels de mobiliser leur population pour qu'elle soit vigilante par rapport aux incursions déjà des bandes armées dans l'Ouest. On l'a vu du côté de Tchang, on l'a vu dans Bambuto, c'est tout cela. On l'a même vu à Babadjou avec ces militants qui sortent, ces bandes armées qui sortent et qui tuent des militaires. On n'a pas retenu qu'il a demandé aux jeunes de sortir de brousse, de déposer les armes et d'entrer dans les DDR. Ça, c'est aussi des choses qu'il a dites et qui sont importantes. C'est un vieux discours quand même. C'est un vieux discours, mais c'est un discours que l'on n'entend pas dans les autres pays.
C'est un discours qui est matérialisé par le fait qu'il y a des centres DDR dans lesquels se retrouvent des ex-combattants qui sont venus, qui sont intégrés et qui sont aujourd'hui en période de resocialisation. Je dis donc qu'on ne retient pas cette bonne nouvelle et surtout cette perche qui tend à une jeunesse qui est en brousse, qui sort pour tuer et qui rentre en brousse. Ça, il faut aussi le dire. Il ne faut pas seulement s'en tenir à cette injonction qu'il a faite au chef d'arrêter d'enflammer les têtes des citoyens. Guy Hervé Fongan a parlé des multiples légitimités des chefs traditionnels. Mais un chef traditionnel, comme il le dit lui-même, il a un ascendant. Une ascendance sur ces populations. Quand le chef parle, les populations se disent que notre chef a dit. Il est facile pour ces populations de se dire que comme il a dit, c'est la vérité et c'est cela. Or, le problème aujourd'hui pour M. Paul Atangandji, qui est le garant de l'ordre public, qui dit non, mais arrêtez ce discours-là, arrêtez ce genre de discours qui chauffe la tête des gens. Lequel Laissez-moi terminer. Le discours des chefs traditionnels qui sont d'un groupuscule de 8 chefs traditionnels qui sont vent debout contre le gouvernement. Qui a adressé un mémorandum, parce qu'il faut le dire, c'était 8 sur 355 chefs de l'Ouest. Mais je dis que, pour la Tanganyika, dit que arrêtez cette... Non, au contraire, dans le mémorandum, ils font plutôt des propositions de ce type. Je dis ceci, il faut des propositions. C'est une lettre qui a été, qui n'a pas été adressée au chef de l'État par voie normale. Elle a été balancée dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, comme c'est un photo, chacun peut devenir l'écrivain ou l'historien de son temps. Donc je dis que ce qu'on peut retenir de l'action de M. Tangandji, on ne retient même pas qu'il était à la frontière centrafricaine où il a encadré des Chinois chassés de Centrafrique. Parce que dans un pays qui est tiré de toutes parts par de multiples crises, on ne voit pas, on voit seulement une action du ministre de l'administration, mais on ne voit pas toutes les autres qu'il fait. Regardez par exemple aujourd'hui, on parle des Centrafricains, des vagues de Centrafricains. Hier encore, on parle de 4500 qui sont arrivés. Imaginez ce que ça fait dans la zone de Garaboulaye et dans toute la région de l'Ouest et de l'Adamawa. Ça, c'est autant de problèmes qu'il faut gérer en même temps. Alors moi, je pense que le ministre de l'administration territoriale, au lieu de dire qu'il menace, il recadre les chefs en leur disant que faites attention, ne faites pas ceci. Maintenant, quand on regarde maintenant du côté... Il était très fâché quand il le disait. Mais il était fâché parce qu'il estime qu'il y a une sorte d'entorse à l'ordre. Une entorse, par exemple, au lien entre la chefferie traditionnelle et l'administration. Parce que le chef est devenu aujourd'hui un auxiliaire de l'administration. Pourquoi? Parce qu'avant que l'administration camerounaise ne soit mise en place, les chefs étaient des petits rois dans leur village. Ils avaient tout, ils avaient droit à tout, ils avaient même le droit de vie et de mort. La République les a ramenés en disant non, à partir de maintenant, ok, vous êtes chef, mais seulement sachez que vous êtes chef dans votre village, mais votre village fait partie de la République. Parce qu'il faut revoir d'où on est allé pour nous retrouver aujourd'hui en République. Or, le fait pour le chef de parler, la parole du chef est une parole pratiquement sacrée. Mais autant la parole du chef ne doit pas être une parole iconoclaste qui est destinée à allumer la tête des populations, autant les citoyens eux-mêmes, les villageois, les membres des communautés villageoises, eux-mêmes ne peuvent pas se permettre de s'adresser avec impudence au chef, comme on l'a vu par exemple à Fumban, avec le maire Toumani Namdjouya, qui a carrément manqué de respect à son père Boumandjouya, qui est le sultan. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, il faut que les Camerounais fassent attention. La liberté d'expression est une valeur aujourd'hui qui est partagée au Cameroun. On ne peut pas dire qu'on arrête les gens parce qu'ils ont parlé, ils ont dit ce qu'ils pensent. Le chef Sokodjou a le droit de dire ce qu'il pense. Le chef Sokodjou a le droit d'exciper son passé de maquisard. Parce qu'il a souvent dit que lui, il a été dans le maquis. C'est un peu péjoratif. Maquisard, c'est un peu péjoratif. Mais pourquoi vous parlez de... Il a dit qu'il a été dans le maquis. Je préfère nationaliste. Pourquoi nationaliste, c'est le rejet de l'étranger. Nationaliste, le national et le rejet d'étrangers. Bah c'est un UP6 dans l'âme. Hein. Mais UP6 dans l'âme, UP6. Est-ce que être UP6, on a le monopole de rejet de l'étranger. En 1960, tous les pays qui accédaient à l'indépendance ne voulaient plus de la tutelle de l'Occident. Ça c'est clair. Il n'y avait pas que l'UPC. Est-ce que moi je voudrais... Au Cameroun, il n'y avait que l'UPC au Cameroun. Non, il n'y avait pas que l'UPC. Arrêtez. On parle du Cameroun. Guy Hervé Fonga, il n'y avait pas... Attends, vous n'étiez pas encore né. Vous connaissez le nombre de partis qui existaient? Il y avait quel parti en UPC? En tout cas, le plus virulent. Qui est monté au créneau. On retient que le plus virulent, on retient que le plus virulent, c'était l'UPC. Allons-y, Camille. Guy Hervé Fonga. Vraiment, ne me faites pas dire que vous n'avez même pas lu l'histoire. Le parti le plus incisif. Incisif, ça veut dire quoi? Vous dites qu'il n'y avait que l'UPC. Comment incisif? Et comment est-ce que les autres partis sont retrouvés à l'Assemblée nationale?
Parce que l'UPC a tracé la voie. Ah, l'UPC a tracé la voie. Donc l'UPC avait le monopole de la pensée et de l'amour du pays. Non. Et du nationalisme. Non, ce que je voulais dire, vous êtes en train de me dévoyer. Moi, j'étais en train de dire que c'est pour ça que l'autre jour ici sur ce plateau, j'ai demandé aux historiens d'écrire, vraiment de s'asseoir pour écrire, de se mettre d'accord pour écrire des histoires. Parce qu'on enregistre dans les journaux, dans les réseaux sociaux, des histoires racontées par chacun. C'est chacun qui raconte son histoire du Cameroun. Sans une véritable plateforme où on peut s'accorder sur l'histoire du Cameroun. S'accorder et recouper les faits. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui, j'ai lu dans un journal, quelqu'un qui dit qu'en 1971, il était interprète lors du procès de Rwanda, mais on dit qu'il a 70 ans. Bon, s'il a 70 ans, ça veut dire qu'en 1971, il avait 10 ans. Hein? Donc, et quand cette personne qui avait 10 ans, qui dit que lui, il était traducteur dans le tribunal, vous êtes en train de rire, mais c'est écrit dans un journal. Et cette personne a dit que Wandi voulait faire du Cameroun un paradis terrestre. Vous avez vu un parti ou un homme qui a fait d'un pays dans ce monde un parti terrestre. Moi, je pense que c'est bien beau le lyrisme, c'est bien beau. Vous savez, le Rwanda fait rêver. C'est bien beau de magnifier des personnes de l'histoire du Cameroun, mais ce que je dis, il faut quand même que les gens se mettent d'accord. Plutôt que de nous servir des histoires et des historiettes, qu'on écrive l'histoire du Cameroun. Et que les gens disent, pourquoi est-ce que vous donnez plus de crédit à Sékou Pierre Semingue, qui a été militaire, sorti de Saint-Cyr, qui a fait partie de ceux qui ont défendu les personnes et les biens dans le Hunkam et dans la Sénégal maritime. Pourquoi vous ne donnez pas, pourquoi est-ce que vous prendrez, vous donnerez plus de crédit à la parole de ce que vous appelez les nationalistes Kaiton Ekoto, qui a été militaire, qui a combattu le terrorisme dans ces zones-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'histoire du Cameroun, il ne faut pas qu'on la raconte comme une sorte de sketch où chacun raconte son histoire. Et aujourd'hui, où il est question de ramener les Camerounais, de réconcilier les Camerounais entre eux, pour prendre un terme que vous aimez bien, de réconcilier les Camerounais entre eux, il faut que les gens regardent ce qui se passe. Parce que dans 20 ans, si Sékou Taïbe va aussi raconter son histoire pour dire son combat, et son combat à ce moment-là, ceux qui aimeraient bien lire ce qu'il dira, diront que non, c'était notre héros. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, avec des hommes, des militaires qui sont tués, des gendarmes qui sont tués, des femmes qui sont déplacées, des enfants qui sont assassinés, et vous allez dire que c'est rentré dans le cadre de quoi? De la lutte pour la libération. Non, donc, moi je dis donc aujourd'hui, la sortie du ministre Tanganji, qui a été relayé par le préfet Yampen qui vient d'adresser une lettre au chef Sékou en lui disant que vraiment, depuis un certain temps, vous multipliez des sorties intempestives dans les réseaux sociaux et dans les journaux. Vraiment, je pense que vous devez arrêter cela, parce que si vous continuez dans ce sens, vous vous exposez à la rigueur de la loi. Réponse de Sékou dans les réseaux sociaux. De toute façon, moi j'ai vu pire. Mesmer, je lui ai dit qu'il partira. Aïdjo, je lui ai dit qu'il partira. Même vous partirez. Moi je pense que ce n'est pas une façon de répondre à l'autorité administrative. Parce que si chacun avait le droit d'exprimer et de dire ce qu'il pensait, que diriez-vous le jour où des élites de Bamendjou se mettront à fustiger Sékou et à l'insulter? Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous ne devons pas faire la promotion d'une société de l'irrévérence où chacun, au nom du droit de la liberté d'expression et du droit de penser, peut se permettre de dire ce qu'il veut, et sur le chef de l'État, et sur le pays, et sur les situations de ce pays. Je vous sortir rapidement 3 phrases. La première phrase pour dire que on ne fait pas une fixation sur le roi Sékou au lieu de Semingue. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est moi parce que pour le moment, le récit médiatique tel qu'il est relayé depuis ce matin, c'est le roi de Bamendjou qui est mis en avant. C'est pour ça qu'on parle de lui. Quand Semingue et Kaiton Ekoto feront l'actualité, on parlera d'eux. Donc c'est pas un choix qu'on a fait. On fait que commenter, décrypter le traitement de l'actualité fait par la presse. Il faut que ce soit dit. On n'a pas choisi de parler de Sékou. Autrement dit, si le préfet n'avait pas cette mise en garde, ça n'aurait pas fait actualité. Pas du tout. Le combat de Semingue, c'est connu de tous, mais quand la presse choisira d'en parler, on en parlera aussi. Pour l'instant, il s'agit du roi Bamendjou, c'est pour ça qu'on parle de lui. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on ne fait pas une promotion de l'irrévérence aux autorités. Disons simplement qu'il faut bien que les gens intègrent notre véritable anthropologie politique. Vous voyez-vous, le rapport à la chefferie dans les Grassfields et dans le Septentrion n'a rien à voir avec les autres contrées du Cameroun. Ça, c'est notre réel, c'est notre vérité. Le type de relation que les populations du Grassfield ont avec les chefs
et le type de relation que les gens du septentrion ont avec le chef font partie de notre histoire avec laquelle il faut composer. On a un État, mais on est en train de construire une nation. On est en train de construire ce type de sorties, comme c'est le sous-préfet, sont des types de sorties qui participent de la déconstruction de la nation qu'on est en train de vouloir construire. Jusqu'ici, on est déchiqueté, on est éparpillé, mais une nation, c'est un tout et qu'il faut construire. Et je voulais dire que tel qu'on est parti, et j'ai bien compris le parti pris de la presse dans les sciences, et je comprends le malaise du doyen par ailleurs, dans les sciences de l'information et de la communication, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'entropie. Et c'est pour ça que la communication, c'est une science, c'est un métier. Le ministre Atanga a dit plein de belles choses. Sauf que, quand vous voyez les éléments de langage utilisés, sauf qu'il y a eu un bruit dans sa communication qui est venu diluer le message essentiel. Alors qu'il a fait de très belles choses. Et c'est pour ça que il faut... Je vais dire que ce que la com reste un métier est une science. Le fait qu'il ait demandé, par exemple, au chef d'aller faire l'agriculture, alors qu'il a fait passer une aperçu pour un journaliste. Vous voyez que ça brouille le message essentiel de toute la communication qu'il a fait bien. Il a bien fait de rappeler toutes les belles choses qu'il a réalisées. Sauf que le message principal est brouillé par ce type de petites ajouts et ça fait que le message essentiel n'est pas retenu et ce n'est pas la faute de la presse. Un dernier mot. Un dernier mot, Jean-Paul Chouniat. Quand le ministre Paul Atanga demande au chef d'aller faire de l'agriculture, ce n'est pas une mauvaise chose. Le chef de l'État. Ils font déjà l'agriculture. Paul Biya avait dit à un moment que la houe, la machette est plus légère que le bic parce qu'elle rapporte plus et que la terre ne ment pas. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que les chefs traditionnels d'aujourd'hui ne sont pas comme les chefs traditionnels d'antan. Les chefs traditionnels d'antan, avant l'indépendance, c'est eux qui avaient le village, c'est eux qui avaient toutes les terres, c'est eux qui disposaient des terres et même on leur apportait, on travaillait, on apportait au chef. Aujourd'hui, les chefs n'ont rien. Même dans le septentrion, vous êtes allé avec le non, je parle des chefs dans l'Ouest, ils n'ont rien. Ils sont entretenus par leurs élites. Or, maintenant, quand par exemple, pourtant ils ont des terres fertiles, et pourtant ces chefs-là gagneraient certainement à promouvoir l'agriculture. Et je ne pense pas que le chef Sokoudjo est un grand agriculteur. Alors lui, mais combien d'autres sont agriculteurs? Pour lui, un grand agriculteur, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, vous sortez de l'Ouest, vous avez passé pas mal de temps et vous connaissez la réalité. Il a même été très influent à l'UKO. Voilà. Mais en dehors de lui, il y a combien de chefs aussi qui font dans l'agriculture? Est-ce que vous savez que le président Aïdjo, quand il allait au nord, il se déchaussait? Et il faisait je vais dire qu'il se pliait en quatre pour s'adresser au labido. C'est ça l'autorité. Voilà. C'est ça l'autorité traditionnelle. Il faut qu'on arrive à un niveau où on va désacraliser nos chaufferies. Et il faut que les étudiants de l'ENAM fassent attention. Il ne faut pas que non plus que les chefs traditionnels désacralisent aussi l'autorité du chef de l'État. C'est noté. On va évoluer. Il ne faudrait pas non plus que les chefs traditionnels désacralisent. On a pratiquement épuisé le temps sur ce sujet en attendant que le gendarme de l'antenne... C'est politique qui nous a mis sur ce chemin. En attendant, que pensez-vous de ce combat que veut mener le maire de la ville contre le phénomène des mototaxis qui, il faut le rappeler, au-delà de l'incivisme qu'on observe et l'indiscipline, est quand même un moyen qui vient suppléer le déficit de transport public dans la ville de Douala? Ça va être un combat très compliqué. Très compliqué parce qu'à Douala, il existe plus de 350 000 motos. Je dis 350 000, quand je dis 350 000, je suis peut-être certainement largement en deçà de ça. Ne parlons pas des Camerounais, parlons... Et il y en a qui en arrivent tous les jours. C'est tous les jours qu'on les achète. Parce qu'une moto, dès que tu as 300 000, tu achètes une moto. Certains achètent une moto d'occasion 150 000 pour pouvoir en acheter une autre. Bref, aujourd'hui, il est vrai que le métier de moto-taximan est un exutoire qui a permis peut-être de caser. Imaginez ces 350 000 gars qui ne trouvent pas de travail. Mais Douala imploserait et ce serait 350 braqueurs. 350 000 braqueurs. Tout à fait. Moi, je pense que cette activité est une activité qui a son rôle à jouer, mais la réguler. Il faut la réguler. À Douala, aujourd'hui, c'est un travail, franchement, qui est titanesque. On a laissé faire, on n'a pas pris la main au début. Je souhaite beaucoup de courage au maire parce que ça ne va pas être facile. Non, le développement de mototaxi est simplement un indicateur parfait de la démission de l'État de ses missions régaliennes. Personne ne fait la moto par choix personnel, c'est par dépit. Je connais plein de diplômés de l'université qui se retrouvent sur la moto, pas parce qu'ils ont voulu faire la moto, parce que l'État a démissionné de sa mission régalienne. Et donc, c'est une activité de dépit.
Et les gens, la plupart sont surchauffés. Quand vous voyez quelqu'un de normal, observez bien. Dès qu'il commence à faire la moto, il devient autre chose. C'est une activité qui est un peu atypique et c'est simplement une des conséquences du fait qu'on a un État qui a abandonné les jeunes à eux-mêmes et c'est héréditaire. Donc encadrer cette activité va être difficile quand la plupart des entreprises, des industries qui recrutaient ont disparu. Et où est-ce qu'on va les recaser? C'est la vraie question qu'il faut régler. Et puis c'est vraiment dommage. Merci Gervais Fongan, merci à Camille Nélé. On souhaite bonne chance et surtout beaucoup de courage au maire de la ville de par son statut et sa stature d'ailleurs pour apprendre ce problème à bras le corps et vivement que le civisme retourne dans la ville de Douala. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.